Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis avec Cécile Brelot aujourd'hui. Bonjour Cécile. Bonjour Sarah. Notre invité du jour est un photographe, journaliste et réalisateur, auteur du best-seller La Terre vue du ciel, un admirateur des femmes et de la femme. C'est l'objet de sa venue aujourd'hui. Yann Arthus Bertrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vendredi 8 mars à 22h40 sur Téva, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, sera diffusé Woman, qui est un documentaire que vous réalisez avec Anastasia Mikova, et il regroupe des témoignages de femmes, de milliers de femmes même à travers le monde, de tout âge, de toute origine. On va y revenir bien sûr, mais comment il est né déjà ce projet? Il date de 2020. Alors c'est une longue histoire, j'ai on a le temps pour parler. Bon. Allez-y. Je suis tombé en panne d'hélicoptère je faisais de l'hélicoptère dans les années 90, dans un tout petit village en Afrique. C'est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. C'est les gens qui vendent rien, les gens qui travaillent tous les jours au quotidien pour nourrir leurs enfants comme un sacrifice quotidien, les gens qui ont peur d'être malades parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants, des gens qui vendent beaucoup d'enfants pour avoir des bras pour travailler. Et j'ai passé 3 jours avec eux, incroyables, ils me racontaient leur vie. Et c'était une vie complètement différente de la mienne, alors qu'on était très très proches, on avait tous les deux peur de la mort pour nos proches, on avait tous les deux envie d'ambition pour nos enfants, et en même temps notre vie était tellement différente. Et à l'écouter parler comme ça pendant 3 jours, ça a changé ma vie complètement. Et je me suis dit, j'ai besoin, pour comprendre le monde, d'aller interroger les gens. Donc on a fait ce projet 6 milliards d'autres qu'on avait présenté au Grand Palais. Après on a fait ce film Human, qui était pour moi mon meilleur film, qui est gratuit sur YouTube, je vous conseille de le regarder, 3h20 mais long. Ouais. Et puis après, avec Anastasia, qui avait été des journalistes du film, on s'est dit, il faut faire un film sur les femmes. Je voudrais d'abord insister sur le travail incroyable d'Anastasia Mikova, journaliste formidable. Alors c'est presque plus son film que le mien, parce que quand vous faites un film sur les femmes, dans une équipe, il y a une quinzaine de femmes, vous n'avez pas beaucoup la parole. Parce que c'est vraiment des films qu'elles portaient dans leur tripes. Voilà. Et les femmes avaient tellement envie de parler. Je me souviens, quand on faisait des projections de Human, et qu'on disait qu'on faisait un film sur les femmes, et que si des gens voulaient venir parler, qu'elles viennent nous voir, immédiatement on avait 30 ou 40 personnes qui, après les projections, venaient nous voir. Ce qui n'était jamais arrivé pour les hommes, quoi. Les femmes ont envie de parler aujourd'hui, ont envie de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont. Et vous savez, on a fait des milliers d'interviews, mais c'est des interviews compliquées, parce que je me souviens d'une fille qui m'avait dit... elle arrivait, c'est un peu dans le noir, on a une lumière dans la figure, on a une caméra devant, on voit pas ce qui se passe autour. C'est filmé de très près. Très près, oui, toujours de face. Et une femme qui a dit, oulala, ça va être difficile. J'ai dit, pourquoi vous le savez? Parce qu'il y avait une petite table, il y avait une bouteille d'eau et une boîte de Kleenex. Donc elle me dit, et c'est vrai que je dois reconnaître que presque, même chez les hommes, souvent, c'est des interviews qui durent entre 30 et 1h30, et souvent les femmes n'arrêtent pas de parler. Elles disent des choses qu'elles n'ont jamais dites. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à finir ces films, à faire le montage, parce que les paroles sont tellement importantes que la vraie version d'Human a fait 3h20, et la première version faisait 9h. Et moi, j'aurais aimé que ça fasse 9h, parce que ce que les gens te disent est tellement important que tu n'as pas envie de leur couper, de les trahir. Et sur le film sur les femmes, Anastasia m'a dit, on va rester à 2h, c'est important pour les distributeurs. Et moi, j'aurais aimé faire un film de 4h, parce que les gens il y a tellement de paroles, on a besoin de trahir un peu la parole des gens. Voilà. Et donc, et je voudrais vraiment mettre en avant le travail d'Anastasia, qui avait été une journaliste... qui est colossale. Colossale, parce que elle est extrêmement investie. Elle vient de faire un film sur l'inceste. Voilà, elle est très, très investie, et c'est une journaliste extraordinaire. Donc, je l'embrasse. Je ne sais pas où est la caméra. Si elle nous regarde, on l'embrasse. J'aurais aimé qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Et une question d'actualité, si vous me le permettez, parce que nous sommes 3 jours après l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Quel regard vous portez sur cette qu'est-ce que je vous dis? Vous vous êtes réjoui? Mais pour moi, c'était déjà dans la Constitution. J'avais l'impression que c'était quelque chose de normal. Donc ça n'a pas changé grand-chose. C'est formidable. Enfin, c'est le premier pays qui le fait. C'est ça qui est important. Voilà, c'est historique. Voilà, c'est historique. Mais pour moi, c'était déjà normal. C'était déjà au quotidien. On va poursuivre la discussion avec vous, Yann Arthus Bertrand, juste après les news médias de Cécile Brelot. On commence, Cécile, avec l'affiche des Jeux Olympiques qui fait jaser les médias. Exactement, donc révélées lundi, les affiches officielles des JO de Paris 2024 suscitent de vifs débats, notamment sur la chaîne CNews. Ironie du sort, avec Quotidien, ces 2 émissions au contenu
et idées radicalement opposées sont voisines de studio. Donc l'occasion pour Yann Barthès de surnommer Pascal Praud et sa bande de drama queen du dessus, à comprendre étage, après une séquence de l'heure des pros qui épingle les absences du drapeau français, de la croix chrétienne située sur le dôme des Invalides et même de Notre-Dame de Paris. Le journaliste de Quotidien a alors souhaité citer l'article 50 de la charte dédiée à l'événement sportif mondial. Je cite « Aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, un site ou un autre emplacement olympique. » Elle vous a choqué cette affiche Pas du tout. Non. On gomme la croix sur le dôme des Invalides. J'adore les bandes dessinées, donc pour moi il y avait un côté un peu BD là-dedans. Et non. C'est pas un sujet pour moi. Et vous attendez... Il y a des choses tellement plus importantes dans le monde que l'affiche des Jeux Olympiques, que je m'en fous un petit peu. Et est-ce que vous attendez cet événement, les Jeux Olympiques, avec impatience? Alors, nous, on avait prévu de faire un événement formidable avec toute une bande d'écolos autour de moi. Avant, dans les Jeux Olympiques, il y avait ce qu'on appelait la trêve. C'est-à-dire que les guerriers pouvaient traverser en Grèce, les pays en guerre, pour faire du sport sans faire la guerre. Et on avait imaginé de faire une trêve, et Hidalgo nous avait prêté Théâtre de la Ville, le Châtelet, pour faire un gros événement. L'idée, c'est que Extinction Rebellion aurait pu parler à Patrick Pouyanné. C'était vraiment... on posait les armes et on se parlait, et malheureusement, la sécurité de la préfecture a annulé ce truc-là, et on va recommencer de faire cet événement, la trêve, avec la Fondation plus tard. Mais j'avais adoré penser qu'on pouvait un moment... Par exemple, que Monsanto puisse parler aux écolos, qui font du bio. Vraiment qu'il y ait un échange avec bienveillance, même si on ne s'aime pas sur le fond, on puisse discuter ensemble. Voilà. Et ça, c'est donc j'attendrai les Jeux Olympiques avec impatience. Malheureusement, on ne fera pas la trêve olympique, on le fera un autre jour. Bon, voilà. Une prochaine fois. Cécile, on poursuit avec le retour de The Island sur M6. Exactement, donc c'est une info qu'on doit aux Parisiens. Le jeu d'aventure qui était diffusé entre 2015 et 2018 va faire son retour sur M6. Donc je rappelle le concept, une dizaine de naufragés de tous les âges sont largués sur un archipel désert et doivent se débrouiller pour survivre. Donc pour l'animation du programme Exit Mike Horn, à présent sur RMC, c'est un Français de 37 ans, auteur de plusieurs expéditions, qui s'appelle Loury Lag, qui incarnera le programme produit par Endemol. Et ces jeux d'aventure qui opposent l'homme à la nature, vous auriez pu en faire Non, d'abord, je ne suis pas du tout sportif, donc j'aurais été ridicule. J'ai une image d'aventurier. Sincèrement, il y a tellement de choses intéressantes à voir à la télévision. Je regardais toujours justement la part des documentaires en télé qui n'est pas énorme en vision. Ouais. Je crois que c'est entre ça 5 ne marche pas vraiment en termes d'audience. Je continue que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Ouais. Vous regardez ça à la télé? Je regarde jamais très peu de films, de séries, jamais de séries. Ouais. Je culpabilise sur le de séries, c'est tellement... Que je me souviens d'une série que j'ai regardée où j'étais accro et j'avais l'impression de perdre mon temps. Et on travaille beaucoup, je lis énormément sur des prochains films qu'on prépare. Et je regarde... Je n'ai jamais même vu une émission de Mike Horn. Je connais Mike Horn un petit peu. Ouais. En tout cas, je ne connais pas ces émissions, L'île de la Tentation, tout ça. Ah oui, ça c'est autre chose encore. Donc ça c'est pas avec Mike Horn. On m'a proposé il n'y a pas très longtemps de faire Fort Boyard. Je dis écoutez, j'ai dit non parce que pourquoi j'ai pas envie de me... Je me suis senti un peu ridicule. Alors mon équipe, la fondation, parce qu'il y a de l'argent qui va... Et oui, pour votre fondation, Good Planet. Je me suis fait engueuler par les gens de ma fondation, mais je ne me voyais pas sautant dans le vide et l'air un peu ridicule. Voilà. Bon. Voilà. Une autre fois, ou peut-être jamais, avec Yann Arthus-Bertrand. Bon, Cécile, on finit avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 2 aujourd'hui. Exactement, donc un chiffre pour deux infos. D'une part, en millions, 2,7 pour le nombre de téléspectateurs rassemblés devant Touche pas à mon poste hier soir. Un record d'audience pour cette saison, avec une part de marché élevée à 10,8%. Et pourquoi Touche pas à mon poste avec le spécial quand même, non Non, rien de spécial. Non, mais c'est vrai qu'il cumule les records. Vous, qu'est-ce que vous pensez du personnage Hanouna ? Quel regard vous portez dessus ? Il est clivant. J'essaye de rester bienveillant. J'essaye aujourd'hui, à mon âge, de ne pas tomber dans le règlement de compte. Alors moi, j'ai fait plusieurs émissions avec lui, et je l'ai plutôt sympathique et brillant, et il va reconnaître. Mais un jour, on m'a dit, tiens, on va tous les jours faire on va dire, vous allez m'envoyer toujours un message écolo, je dirais à l'antenne. Je dis, formidable, donc on prépare 2 ou 3 jours, et il l'a fait 2 fois, après il a arrêté. Voilà, je pense que sincèrement, avec l'audience, alors ça c'est pas que pour lui, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a quand même une responsabilité de dire des choses intéressantes et fortes et qui font avancer le monde. Et la blagounette, ça va quoi. Aujourd'hui, j'en ai marre. C'est peut-être un petit peu radical, mais j'ai envie d'avoir des émissions. Je pense que Yann Barthès, c'est un peu plus élevé quoi. Même si je regarde très peu que je vois, mais en tout cas.
on a un rôle à jouer qu'on est vu par des millions de personnes. Et qu'est-ce qu'on fait de ce rôle, quoi? Est-ce qu'on fait avancer le monde ou alors on continue à déconner? Voilà, il y a une question qu'on peut se poser, mais je le dis avec tendresse. Oui, Voilà. et en tout cas, vous essayez de changer le monde dans votre documentaire Woman, dont on va tout de suite parler dans l'interview du Buzz TV. Donc Woman, c'est le nom de votre documentaire qui est diffusé vendredi 8 mars à 22h40 sur Teva. Où vous 22h40, c'est trop tard. Oui, ça vous embête, ça, cette programmation? Bien sûr. Pourquoi 22h40, un film si important? Puis c'est Teva, c'est une chaîne payante également. Hein. Oui. Mais il est déjà passé sur France 5 quand même. Oui, heureusement, il a eu son heure de gloire. Alors, 2000 femmes témoignent dans plus de 50 pays différents. De très nombreux sujets sont évoqués, les règles, la puberté, le sexe, mais aussi des sujets plus graves, comme l'inceste, l'excision, les violences sexuelles. Il y a de l'émotion. On rit aussi, on rit beaucoup. On rit, il y a des rires, des éclats de rire, mais il y a aussi des larmes. Des séquences vraiment très fortes. Comment ces femmes ont-elles été choisies? Quels sont leurs points communs? Quel est leur point commun? Alors, vous savez, on avait certains thèmes. On savait qu'on voulait aller en Chine pour parler de l'avortement, comme des femmes qu'on avait forcées à avorter à 7-8 mois, donc toi, c'est important. On savait qu'on avait des thèmes, parce qu'on a vu les femmes yézidis, les femmes vendues, on savait qu'on avait des thèmes. Et aussi, puis des choses qu'on découvre. Alors, quand on part dans un pays avec un journaliste, avec quelqu'un qui a fait du repérage déjà avant, mais souvent, ça peut être la serveuse de restaurant qui est très sympathique. Tiens, vous ne pouvez pas nous parler? Et souvent, c'est elle qui fait le buzz, qu'elle nous dit un truc qu'elle n'avait jamais dit à personne, qui est formidable. Donc c'est toujours un mélange de la chance et beaucoup de travail en amont. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement touché ou bouleversé, dont vous vous souvenez encore? Je dis souvent avec émotion et sincèrement que moi j'ai pratiquement vu toutes les interviews. D'abord, j'ai fait aucune interview moi-même, que c'est que des femmes qui le faisaient. Oui. C'est peut-être plus facile de se confier à des femmes sur des sujets. Bien évidemment. Et alors donc c'est des équipes de femmes, des femmes formidables, des journalistes vraiment incroyables. Et Anastasia vraiment a géré ça d'une façon très humaine, tu vois, très avec le sens profond et du cœur de femme, quoi, tu vois, en mettant en valeur ces choses-là. Et je peux vous dire que c'est un film qui a changé ma vie, changé ma vision sur ma mère, sur mes sœurs, sur ma femme, sur toutes les femmes qui travaillent. Et moi, je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'avais sans doute pas été assez reconnaissant aux femmes de ma vie. Ah ouais? Que les femmes m'ont apporté. Ma première femme qui m'a fait découvrir les animaux, qui m'a fait confiance. Anne, ma femme, qui est partie avec moi au Kenya, avec ses enfants. Et en fin de compte, tout ce que j'ai fait, je l'ai réussi à cause des gens qui m'ont accompagné. Et même mon assistante, avec qui je travaille depuis 30 ans. Oui, il y a beaucoup de femmes autour de vous. Oui, dans les productions, il y en a toujours beaucoup, mais surtout, elles ont une sensibilité, une intelligence, une sincérité, humanité. Alors, il n'y a pas que des femmes, mais je m'aperçois que j'ai beaucoup plus de femmes autour de moi que d'hommes dans mon travail. Ouais. Et voilà. Et est-ce que vous-même, ça vous a posé des questions de vous dire j'ai peut-être mal agi, parfois j'ai été machiste à certains moments de ma vie? Bien sûr, quand j'étais, vous savez, quand les années 60, 70, 80, on n'est plus les mêmes maintenant. On a la parole des femmes, la sensibilité des femmes, voilà, elles sont parlées, et bien évidemment que j'ai changé aujourd'hui ma vie. Mais il y a quand même une... Et puis alors, ce qui m'a aussi beaucoup étonné, c'est que dans le milieu écolo, par exemple, toutes les héroïnes de l'environnement, c'est des femmes. J'ai fait une petite liste en dedans tout à l'heure, pas me tromper, mais Rachel Carson, qui est la première à dénoncer les pesticides dans les années 50, 60, Vandana Shiva en Inde, Diane Fossey, Jane Goodall, que je connais bien, Bloom, une française de New York, Greta Thunberg, Camille Etienne, aujourd'hui, qui a une parole formidable. Elles ont une sensibilité, une vision de l'avenir, peut-être à cause des enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est beaucoup supérieure à celle des hommes, j'en suis persuadé. Alors, vous avez du coup interrogé ces femmes. Comment vous pourriez répondre à cette question? C'est quoi être une femme en 2024 pour vous? Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme dans ce monde d'hommes que d'être un homme. Voilà, je pense que c'est plus difficile de s'affirmer, de réussir sa vie. C'est ma vision peut-être de vieux con à 78 ans. Hein. Il faut faire attention à d'où je viens. Vous en avez conscience aussi. J'en ai conscience, mais j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect, et je pense que c'est plus difficile et plus compliqué. Et vous savez, quand vous avez écouté 2000 interviews qui durent 1 heure, des femmes qui vous livrent leur cœur, ça vous change complètement. C'est des choses que je ne m'étais sans doute pas rendu compte de la sensibilité extrême des femmes. Ouais. Les femmes, et être sensible, c'est la vie, quoi. C'est important. Il ne faut pas avoir peur de cette sensibilité. Et les femmes, dans ce film, elles n'ont pas peur de dire. Elles n'ont pas peur de pleurer, elles n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent. Quand elles parlent de sexe dans le film, c'est incroyable, quoi. Jamais un homme n'oserait parler comme ça. Oui. Tu vois, elles sont beaucoup... Ça vous a surpris, oui, ce qu'elles disent sur le sexe, l'orgasme? Elles parlent de l'orgasme. Ça m'a fait rire, parce que nous, on est complètement
coincés là-dessus, on est incapable de dire quelque chose. Mais les femmes, elles en parlent. Là, par exemple, quand j'ai fait mon travail sur les Français, des gens sont venus avec des filles, sont avec des sextoys. Maintenant, on les a mis sur les sextoys sur de la table. J'étais un petit peu étonné, mais voilà. Vous aviez jamais vu de sextoy? Bien sûr que j'en ai vu, j'ai pas fait l'idiot. Mais quand on les montre comme ça devant 20 personnes, et que celui-là est meilleur, celui-là est bien, et c'est une libération incroyable. Ouais. Et en fin de compte, je pense que les femmes sont plus courageuses que les mecs. Il y a plus de courage. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû à l'accouchement, est-ce que c'est dû... Et souvent, dans les couples, par exemple, quand ça ne va pas, souvent c'est les femmes qui partent les premières. Celles qui décident, alors celles qui partent les premières. Les mecs qui sont à toi. Il y a un courage inné, je pense. Je ne vais pas faire une discussion de comptoir, mais véritablement, ce film m'a transformé. Et c'est un film... Alors, je suis très content parce que le film est sorti au moment du confinement. Et donc, après, il a été enlevé des salles parce qu'il est sorti 8 jours avant. Et donc, on a racheté les droits. Et le film est distribué gratuitement. Si vous voulez voir le film, vous voulez projeter le film Woman dans une école, une entreprise, vous nous appelez. C'est sur le site Woman le film. C'est bon à savoir. Et demain, c'est diffusé dans plus de 300 salles de cinéma françaises. Pas salles de cinéma, c'est des salles des associations. C'est des gens qui prennent un DVD dans une école. Dans le cinéma, c'est bien. Dans le cinéma, parce que vous payez, c'est compliqué. Il faut que les gens du cinéma vivent. Donc, on ne peut pas être gratuit. Donc là, c'est des associations et dans des écoles, des gens qui se battent pour la voix des femmes. Mais je suis très, très fier de ça. Et on a vraiment monté un site internet, une association qui s'occupe de ça. Et tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez entouré de beaucoup de femmes. Quelle est la femme de votre vie? Est-ce que c'est votre femme, Anne, dont vous êtes séparés en septembre dernier, il faut le préciser. Mais ça reste votre femme. C'est une séparation douce. Elle ne me supportait plus. Elle ne supportait plus mon travail. C'est elle qui est partie? Oui, pareil, c'est elle qui est partie. Voilà. Partie parce qu'elle a Parkinson, elle est malade, et je tente que je m'en occupais pas assez. C'est vrai. Donc on se parle, on se voit beaucoup. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure, donc on se voit beaucoup. On est assez très proches. Voilà. Vous avez retrouvé l'amour, si c'est pas indiscret? Non, pour l'instant, tout va bien. Bon. Non, mais je suis toujours amoureux de ma femme, et c'est toujours la femme de ma vie. Et ça le restera. Exactement, jusqu'au bout. Je serai avec elle jusqu'au bout, c'est important. Bon. Elle m'a beaucoup, beaucoup porté, et si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à elle. Voilà. C'est une belle déclaration. Hier, nous recevions une autre femme, Adriana Carambeu. Elle avait une question à vous poser, Yann Arthus Bertrand. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre, évidemment. Bonjour Yann, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te souviens de moi. Tu te souviens, au rugby? On a passé un bon moment ensemble, sauf que tu m'as pris en photo, mais c'était très rapide. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que tu peux me faire des jolies photos, s'il te plaît? Est-ce qu'elle veut faire des photos? Des photos, elle voudrait des jolies photos. Alors, demandez comme ça, on ne peut pas refuser, Adriana, non? Elle va venir comme elle est française, certainement, donc elle va venir dans mon travail sur les Français. J'adorerais la voir. Parce que parlons-en de ce travail colossal. Hein. Vous vous êtes lancé dernièrement le défi foot, photographier la France dans sa diversité. 15 000 personnes se sont déjà prêtées au jeu, sont passées devant votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez montrer dans ce projet-là? C'est un travail que j'ai commencé dans les années 90 pour le journal L'Express, donc c'est pas d'aujourd'hui. Vous m'avez demandé de photographier des Français, du président de la République à un SDF. Et j'avais fait une centaine de Français et j'avais adoré faire ça. Et c'est un travail que j'ai continué à faire dans mon studio. J'avais toujours sur la même bâche, c'est une bâche qui sert qu'on avait commencé pour les animaux, c'est en agriculture, qui est très connue. Et donc j'ai commencé. Et puis alors, l'année dernière, je me suis dit, il faut que je finisse ce travail. Donc on est embarqué sur un gros travail avec Hervé Lebrun, qui est un démographe, avec des éditions Actes Sud. On fait un gros livre, qu'est-ce que c'est que d'être français aujourd'hui? Et donc on va, par exemple, je serai à Gex, près de Genève, quand cette émission sera diffusée. Et on n'était pas en direct, vous me couperez. Oui. D'accord. Et donc, tous les gens viennent. Alors, je demande aux gens de venir avec des gens qu'ils aiment. Donc, ils viennent avec leur famille, leurs collègues de travail, leurs gens de bureau. Ils viennent avec leurs chiens, leurs chats. Et je montre une France heureuse, une France qui n'est pas dans le scepticisme. Et c'est une France, et c'est la France que j'aime en fin de compte. Là, l'ambiance aujourd'hui, en fin de compte, c'est mettre des chiffres, mettre du sang, mettre du corps sur les chiffres de l'INSEE. Donc c'est un vrai travail, en même temps scientifique.
qu'est-ce que c'est de France aujourd'hui sur les salaires, la religion, l'âge, les mariages. Et c'est passionnant à faire. Et je peux vous dire que dans les studios, alors on va être en association avec France 3, et c'est un peu la France de France 3. Vous voyez, c'est la France bleue, c'est la France. J'aime pas dire le mot France de province, ça veut rien dire. Mais c'est une France que j'aime. Et sur les studios, tout le monde vient, il y a une ambiance, mais c'est incroyable. 50, 60 personnes, les gens ont l'air heureux. Alors c'est peut-être un peu utopiste tout ça, mais j'avais montré une France qui s'aime, quoi. Une France qui est contente de travailler, qui aime son travail. Alors c'est un peu utopiste, mais en tout cas, il y a une ambiance incroyable sur le studio, et Adriana, bien sûr, on va l'appeler, je vais l'appeler. Je vais lui envoyer un petit message. Le rendez-vous est pris. Parlons de votre fondation, Good Planet. Alors c'est vraiment un endroit magnifique, qui est dans le Bois-de-Boulogne, qui est gratuit et ouvert à tous, et qui est assez difficile à trouver dans ce carrefour de Longchamp, en face le champ de course de Longchamp. Et c'est un endroit incroyable. Il y a 350 bénévoles qui travaillent à la Fondation. On va rouvrir en avril, donc allez-y. Profitez. Il y a en ce moment une exposition formidable sur la biodiversité. Voilà, il y a un escape game incroyable. Il y a une collection d'instruments de musique d'Armand Amar, qui est mon meilleur ami des instruments de musique du monde entier, qu'on peut essayer, avec beaucoup d'ateliers de cuisine. Donc n'hésitez pas à aller à la Fondation Good Planet. On n'a pas assez de monde pour un endroit si gratuit, formidable. Donc allez à la Fondation. Il n'y a pas des amis artistes qui viennent vous voir? On a un peu de mal, on va dire. Il y a Christophe Maé qui va faire un concert. Ouais. Voilà. Hugo Clément, est-ce que qui est très engagé pour la cause environnementale. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous le considérez d'ailleurs comme votre héritier, Hugo Clément? D'abord, il est l'héritier de personne, comme moi je suis l'héritier de personne. Je trouve qu'il est formidable. Ce qu'il fait est très engagé, il le fait d'une façon très intelligente. Alors il est très très sur les réseaux. Moi je suis jamais sur les réseaux. C'est son époque aussi. C'est son époque. Et je le trouve très très bien. Il est venu d'ailleurs présenter des films déjà à la Fondation. Voilà. Donc allez à la Fondation Good Planet s'il vous plaît. On a besoin de vous. Et c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Et si vous aimez, dites-le sur les réseaux, que les gens reviennent. Voilà. Et on parlait de la France avec votre projet. Est-ce que la France d'aujourd'hui vous inquiète? La recrudescence de délinquance, la colère des agriculteurs, la guerre qui est en Europe, qui est aux portes de... Alors, vous savez, quand on a fait ce film Francis en d'amour, qui j'espère va pouvoir aller à Cannes, on a été voir les agriculteurs. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, on paye le lait aux agriculteurs moins cher que ça leur revienne? Est-ce que c'est normal que des gens gagnent 300-400 balles par mois? Est-ce que c'est pas une honte française? Est-ce que c'est normal, ça? Et puis voilà, on a été... Si tu veux, je pense que cette France profonde, des petites retraites, avec l'inflation, les gens, ils ont peur, ils sont inquiets. Et on le sent bien dans cette France, où il y a une espèce d'inquiétude. Et Paris est très loin, qu'on a l'impression que des gens décident pour vous. Et donc, il y a un malaise. Mais sans doute qu'on a un gouvernement qui n'est pas assez proche des gens. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'empathie naturelle. Vous voyez, l'autre jour, parler à Attal devant les agriculteurs. Bon, il est comme il est. Pour moi, ça marche pas, quoi. Ça manque ça manque de vérité au fond. Et c'est ce qu'avait Chirac d'ailleurs, sans doute. Je dis pas qu'il était meilleur président, mais il y a un manque de cohésion, de sincérité. Je pense que les gens qui nous dirigent sont trop loin de ces gens-là. Alors, il a essayé, Macron, il a fait le tour de France au moment du confinement des Gilets jaunes, mais c'est vrai qu'il y a un malaise profond, et pourtant on est dans un pays incroyable, où l'éducation est gratuite, où la santé est gratuite. Il y a beaucoup de problèmes, mais je peux vous dire, moi qui ai beaucoup voyagé, voilà, et quand vous savez, je m'occupe un petit peu, j'aide une bonne sœur qui construit un orphelinat pour les autistes à Brazzaville, et donc je suis resté un peu en contact avec les enfants qui me parlent sur WhatsApp. Je veux vous dire qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de travail, pas de service de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de démocratie. Vous n'avez qu'une envie, et quand vous regardez ça, est-ce que tous les gosses sont WhatsApp, ils parlent tous entre eux. Et ça revient comment ça se passe chez nous, ce paradis incroyable. Et je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé, que ce paradis dans lequel on vit, tout le monde veut y aller. Voilà. Et comment on va accueillir ces gens, comment est-ce qui va se passer? C'est un film que j'avais envie de faire, sur les migrants, un autre projet, et on n'arrive pas à trouver de financement, parce qu'un film sur les migrants, ça n'intéresse personne. Ça fait peur à tout le monde. Après, Woman, je voulais faire un film sur les migrants. Donc s'il y a un mécène qui veut nous aider sur un projet pareil, parce qu'on a besoin de ces gens, on a besoin de cette intelligence nouvelle pour notre pays, j'en suis absolument certain. Je voudrais qu'on termine sur un petit jeu, question-réponse, autour de la photo. Question rapide, réponse rapide. Quelle est votre plus belle photo? Alors la belle photo, c'est un peu ridicule, c'est la photo que je vais faire demain. Enfin, contre la photo qui m'intéresse, celle que j'ai faite... vous ne regardez pas en arrière? Non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est la photo de demain qui m'intéresse. Voilà. Est-ce que vous avez une mauvaise photo en tête? Alors, oui, bien sûr, j'ai une mauvaise photo. Alors, la photo que j'ai en tête, c'est la photo que j'ai ratée, que je n'ai pas faite. Je me souviens, quand j'étudiais les lions, je dis souvent que ce sont les lions qui m'ont appris la photographie au Kenya. Et un jour, on rêvait de faire une chasse de lions. J'avais 30 ans.
Je faisais une thèse avec Anne, ma femme, sur le comportement des lions. Et on rêvait d'avoir bien sûr une chasse incroyable qui arrive où une lionne saute sur un buffle, mais sur le dos. Et c'est les lionnes qui chassent. Hein. Les lions sont toujours après, ils arrivent après pour se nourrir. Et la chasse était incroyable. Alors, je shoot. Trop content. Ça fait 6 mois que j'en donne une chasse et j'ai pas mis le film de mon appareil. Oh là là. Et cette photo, elle est dans ma tête et je l'ai encore. Et voilà, donc c'est la photo que j'ai. Ça, pour moi, c'est la photo que j'ai ratée. Et la prochaine photo. La prochaine photo, ça sera le président Obama que je vais photographier mercredi prochain. Pour Vous nous le dites comme ça, allez Obama. Oui, c'est assez étonnant. Qui vient à Paris, où il y a un grand événement au CNIT à la Défense, et on m'a demandé de faire sa photo. Je ne suis pas le genre de personne à faire des photos comme ça, mais pour lui, Obama, c'est quand même c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, j'ai eu envie de le faire. Vous déplacez, et en plus, je crois que ce sera votre anniversaire. Oui. Joli cadeau, oui, non, de passer son anniversaire. Je ne sais pas si 78 ans, c'est un bon cadeau, mais bon. Mais j'ai 78 ans et je n'ai jamais tant travaillé de ma vie. C'est fou. La retraite, vous n'y pensez pas? Mais j'ai la chance. D'abord, j'ai un métier que j'adore. Et ça, c'est que souvent, ce métier me permet de donner du sens à ma vie. Et j'ai une chance. Je sais que je suis un privilégié pour ça. Et parce que la vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui donnes du sens à ta vie. Et tout ce que je fais aujourd'hui en photo, j'essaie de donner du sens. À quoi ça sert? Alors, je suis un peu obsédé par ça. On n'y arrive pas toujours, on se trompe, mais on essaye en tout cas. Puis vous restez passionné. Merci Yann Arthus Bertrand. Avec plaisir. Woman, c'est le documentaire diffusé demain soir sur Teva à 22h40. Vous le co-réalisez avec Anastasia Mikova. Très important. On voulait le préciser, ben oui, puisqu'elle a fait un travail vraiment colossal sur ce projet. Et puis on attend votre portrait de la France authentique. Ça, on sort aussi un film qui j'espère va aller à Cannes, en tout cas, qui s'appelle France, une histoire d'amour, où j'ai été filmer les Français. Alors c'est un film assez étonnant parce qu'on a tout filmé à l'iPhone. Donc voilà, on s'est baladé et on a été voir les gens qui en France font des choses plus que toi, des choses pour les autres. Et c'est un film que j'adore, d'1h30, un peu un road movie avec Michael Pitio, mon co-réalisateur. Et c'est aussi pareil, ça vient aussi un petit peu avec le travail des Français. C'est la France que j'aime, la France profonde, la France qui a foi et des gens courageux et qui ne le savent pas parce qu'ils font pour les autres. Et on voulait les mettre en avant. Voilà. On irait vous voir. Merci Yann Arthus Bertrand, merci Cécile. Merci. Et le Buzz TV revient demain avec Hélène de Fougerolles. Très bonne soirée et à demain.